Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 14 avril 2026 et notre cher ami, notre frère John Helmer, est avec nous. Bon retour parmi nous, John. Merci de me voir infini. Il y a beaucoup de choses à aborder, John, mais commençons par la plus récente, le blocus américain contre l'Iran sur les ports iraniens. Jusqu'à présent, ce que nous avons vu de la part de la Chine, c'est qu'hier, le ministère de la Défense a déclaré qu'il ne se souciait pas du blocus. Leur pétrolier va traverser le détroit d'Ormuz, car ils considèrent que l'Iran contrôle actuellement le détroit et que l'Iran leur permet de passer. L'autre point, c'est qu'aujourd'hui, nous avons appris qu'un pétrolier chinois, qui était d'ailleurs sous sanctions américaines, a traversé le détroit d'Ormuz. Comment voyez-vous la situation concernant le blocus? Deux façons. Tout d'abord, sur le plan militaire, ce dont la partie américaine s'est retirée à Islamabad, c'était la tentative d'imposer. Nous avons posé nos conditions sur la table, à prendre ou à laisser. Nous reviendrons sur les ambiguïtés et la politique intérieure, ainsi que sur ce que Vance a fait de différent des autres autour de Trump. Mais Trump cherche à souligner que les États-Unis contrôlent l'escalade et qu'en imposant un blocus américain du détroit d'Ormuz, après que les États-Unis ont proposé, lors des négociations, de partager le péage d'Ormuz avec l'Iran, c'est un autre élément de ce que les Américains ont tenté de faire à Islamabad. Les Iraniens ont dit « Nous n'allons pas partager le péage d'Ormuz avec vous et nous y reviendrons ». C'était un pot de vin que Trump essayait de mettre en place. Nous y reviendrons dans un instant. L'annonce du blocus est une tentative de dire que les États-Unis contrôlent désormais le détroit d'Ormuz. Mais ils n'ont pas réussi à le démontrer lorsqu'ils ont envoyé les deux destroyers au début des négociations. Cette tentative s'est retournée contre eux. Les destroyers ont dû faire demi-tour et se retirer. Maintenant, comme tu le dis, deux pétroliers de la flotte fantôme sont sortis du détroit d'Ormuz, l'un de Sharjah et l'autre de, voyons voir, d'où venait l'autre? L'un venait de Bushehr, l'autre de Sharjah. Alors, je n'étais pas au courant de la déclaration du ministère chinois de la Défense. C'est un signe positif que la Chine ne permettra pas aux États-Unis d'intercepter et qu'elle défiera le blocus. Le président Xi Jinping vient de dire au Premier ministre espagnol que le monde est désormais confronté à un affrontement entre la justice et la puissance, que la manière dont un pays traite le droit international reflète sa vision de l'ordre, de ses valeurs et de sa responsabilité. Les nations de principe défendent la justice et sont prêtes à se tenir du bon côté de l'histoire. Ainsi, les Chinois commencent à dire, plus explicitement qu'auparavant, qu'ils ne permettront pas aux États-Unis d'imposer le blocus. Si le blocus échoue cependant, en tant que tentative d'une partie de l'administration Trump, la question devient alors, vont-ils passer à des mesures beaucoup plus agressives qui avaient été envisagées avant d'entrer dans les négociations? Cela inclut une attaque contre l'île de Kharg, détruisant la capacité de l'Iran à charger du pétrole depuis l'île de Kharg. Nous pourrons revenir sur ces dispositions également. Ainsi, la balle revient dans le camp de Trump pour voir si les États-Unis veulent désormais intensifier afin de démontrer qu'ils contrôlent l'escalade et pour retirer cette initiative à l'Iran. L'Iran, pour le moment, conserve l'initiative. Voyons ce qui se passera ensuite. John, quel est ton point de vue sur ce qui s'est passé à Islamabad pendant le premier cycle de négociations? Parce que hier ou aujourd'hui, on a entendu dire qu'il pourrait y avoir un autre cycle jeudi à Islamabad. Je ne suis pas sûr que ce soit exact, mais il y a au moins ces rumeurs concernant un deuxième cycle de négociations directes avec les États-Unis.
Que s'est-il réellement passé pendant le premier cycle? Je vois ce qui s'est passé un peu différemment de certains de mes collègues dans ce podcast. Et je demanderai à notre audience de comprendre qu'il faut aussi l'interpréter dans le contexte de la politique américaine. Quelle est la situation politique aux États-Unis en ce moment? Pourquoi Vance était-il là? Pourquoi est-il parti? Pourquoi a-t-il passé? Il l'a dit lui-même, ce n'est pas seulement la version iranienne qui le rapporte. Vance a passé plusieurs appels téléphoniques, y compris, comme l'a indiqué la partie iranienne, un au premier ministre israélien, Netanyahou. Qu'est-ce que cela signifie? Mohamed Marandi a expliqué, dans un podcast très intéressant, que la partie iranienne a interprété cela comme un échec du côté américain, a démontré qu'il disposait d'un mandat clair pour négocier. Il manquait d'autorité. Zairi Srekmal. Les appels téléphoniques de Vance équivalaient à une forme de faiblesse. C'est une interprétation compréhensible d'un point de vue de négociation à la table. Mais d'un point de vue politique américain, en regardant vers les élections de mi-mandat dans 6 mois et vers la question de la succession de Trump, Vance jouait à la politique intérieure américaine. Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'a-t-il fait? Il a montré, d'abord, qu'il n'était pas déloyal envers ce qu'on appelle l'équipe Trump. Ensuite, il montrait que si les négociations échouaient, si Trump et ses autres conseillers, les Juifs, et j'expliquerai dans un instant ce que j'entends par Juifs, en particulier Ditkoff et Kushner, s'ils décidaient maintenant d'une escalade militaire, il y avait toute une liste de ce qu'ils prévoyaient de faire. Il a été publié dans le Washington Post la veille du début des négociations d'Islamabad. En cas d'escalade, en cas de perturbation continue des marchés du pétrole et des matières premières, Vance dit « Je ne suis pas responsable, ce sont eux ». Alors, où en est Vance politiquement? Réponse, Vance est en tête avec 4 points d'avance. Je regarde les sondages actuels. En moyenne, Vance est maintenant à 44% en tant que candidat préféré. Donald Trump Jr., et c'est le point important, arrive ensuite avec une moyenne de 15%. Le sondage Harvard-Harris le place à 20%, Vance à 42%. Souvenez-vous bien de ce que cela signifie. Cela signifie que Trump, ayant l'ambition de se représenter, ce qui est constitutionnellement impossible, ou du moins très difficile, ne peut faire confiance qu'à sa famille. Can only trust his family. That's what this means. C'est ce que cela signifie. La probabilité, à mon avis, compte tenu de la tournure que prend la politique américaine, surtout si les républicains perdent le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat, est que Trump ne se sentira pas en sécurité. Sa fortune ne se sentira pas en sécurité. Il fera face à une procédure de destitution et à des accusations criminelles. Tout le système Trump qu'il a construit, le système valant plusieurs milliards de dollars qui implique Ditkoff, Kushner et les autres, fera face à la prison, aux tribunaux, à la prison. La seule voie que Trump pense pouvoir poursuivre est une voie dynastique. Dynastique. Cela signifie que soit Donald Trump Jr., soit Eric Trump sera le candidat. Et Trump pense que s'il apporte son soutien à son ou ses fils, il peut combler l'écart que Vance a. Or, Vance le sait. Ils ont avancé avec plusieurs autres, qui sont soit catholiques romains, soit épiscopaliens. Dans le cas de Susan Wild, la chef de cabinet, ce sont les chrétiens. Ils font maintenant face à une situation aux États-Unis qui est sans précédent. Et Trump a montré où il pensait aller, avec cette attaque contre le pape Léon XIV, avec le tweet montrant Trump en Jésus-Christ guérissant les blessés, et ainsi de suite. C'est Trump qui fait quelque chose qu'aucun président des États-Unis n'a jamais fait auparavant. Attaquer 70 millions de croyants catholiques. 70 millions d'entre eux. Il y a 70 millions de catholiques aux États-Unis. Il y a 7 millions de juifs.
there are 7 million Jews, and the Jewish population is more than half Et la population juive est composée de plus de la moitié de démocrates. Jewish Plus de la support moitié. around Trump. Le soutien juif autour de Trump, qui repose sur une base israélienne, le pousse à intensifier son action contre l'Iran d'une manière qui a conduit les catholiques, le pape et la communauté catholique croyante des États-Unis à menacer Trump. Vance a une chance de capter ce vote, mais seulement s'il dissimule. Seulement s'il se présente comme n'étant pas responsable de ce que Trump est sur le point de faire. Je pense donc qu'il faut voir les Américains agir en termes de politique intérieure. À Islamabad, nous pouvons maintenant aborder les questions de ce qui va se passer ensuite. We can now get to the questions of what happens next. And I agree with you that there were even indications. Et je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y avait même des signes de la part de Vance qu'il espérait une nouvelle série de discussions, donc davantage de négociations. Du point de vue de l'avenir politique de Vance, du point de vue de l'administration Trump, ainsi que de l'opinion publique et du sentiment des électeurs, maintenir les négociations est une bonne chose. C'est positif politiquement. Cela apaise les marchés pétroliers. On peut déjà voir les marchés faire baisser le prix du pétrole. Le blocus est l'un des obstacles à la désescalade, à l'apaisement général. L'ouverture d'un nouveau cycle de négociations favorise le calme. C'est mieux pour le monde, mieux pour le prix du pétrole et politiquement meilleur pour Vance. Better for the oil price, better politically for Vance. So, on the other hand, D'un autre côté, Netanyahou et les Israéliens, ainsi que les soutiens juifs qu'ils ont à la Maison-Blanche, dirigés par Stephen Miller, le chef adjoint de cabinet Witkoff et Kushner, entre autres, veulent une guerre totale contre l'Iran. Ils veulent, en somme, ramener l'Iran à l'âge de pierre par les bombardements. L'éditorial du Washington Post comportait 5 ou 6 dispositions. Aucune énergie nucléaire en Iran, décapitation de la direction, démilitarisation complète, absence de système de missiles et suppression du pétrole. Telles étaient les dispositions de cet article. Elles ont été reconnues par la partie iranienne, d'après ce que j'en comprends, comme un avertissement sérieux d'escalade. C'est, disons, la ligne Witkoff-Miller-Kushner. let's call it the Witkoff-Miller-Kushner line, and I see the blockade. Et je considère le blocus d'Ormuz comme une action de maintien, une mesure temporaire. Eux aussi le voient ainsi. Ils veulent passer à l'escalade, aux menaces précédentes de Trump. Le conflit avec le pape est sans précédent. Cela a déjà fait tomber Meloni, la première ministre italienne, pour la première fois contre Trump. Pas encore en France. Situation incertaine en Irlande. Je passe en revue les pays catholiques. Ce qui se passe aux États-Unis, au sein de la communauté catholique, est totalement inédit. Et par conséquent, il faut voir, si l'on veut, ce que sera l'avenir, les Juifs des États-Unis face aux chrétiens. C'est une question de civilisation politique aux États-Unis. Et c'est Trump qui a déclenché cela. In the United States, and Trump has triggered this. Yeah. Ouais. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait, John? Est-ce qu'il agit de manière intentionnelle, délibérée, ou est-ce qu'il fait simplement du bruit dans ce genre de chaos, sans se rendre compte des conséquences de ce qu'il fait? The consequences of what he's doing. I understand a lot of our colleagues on your Je comprends que beaucoup de nos collègues dans votre émission veulent dire que Trump est devenu fou. Les psychopathes ne sont pas fous. Et vous posez la question, est-il hors de contrôle? L'une des choses que j'invite tout le monde à faire, c'est d'aller sur rollcall.com et de regarder le calendrier présidentiel, de consulter les réunions à la Maison-Blanche. Ce qui se passe, c'est que Trump passe de plus en plus de temps dans ce qu'on appelle, dans le calendrier, le temps exécutif ou une réunion de politique. Le temps exécutif signifie probablement qu'il est à l'étage, dans les appartements privés de la Maison-Blanche, avec ceux qui lui sont très proches. Ce sont des membres de sa famille, presque certainement un ou deux de ses fils, et presque certainement Miller, Stephen Miller. Mais personne ne sait, on ne sait pas encore qui ils sont, car rien n'a encore fuité. it's not being leaked yet, who they are,
when that happens, if you match it to the timing of the Quand cela se produit, si l'on compare le moment au tweet, ces salves de messages que Trump publie pendant la nuit, les fautes d'orthographe sont révélatrices, tout comme la répétitivité. Ce qui se passe, c'est que la nuit, dans la résidence présidentielle, Trump est entouré d'amis qui le flattent et il devient violent. Il est de manière naturelle et psychopathique un individu violent. Il est convaincu que cette ligne de conduite, qui se manifeste généralement tard dans la nuit, si l'on en croit les heures de publication des tweets et les fautes qui montrent qu'il les a écrits lui-même, correspond au moment où il n'est pas seul. This is when he's not by himself. He's with others. And I would have to say it's a mistake. Il est avec d'autres. Et je dirais qu'il est une erreur de considérer Trump comme fou. Il contrôle les autres et ils alimentent sa violence interpersonnelle. Nous connaissons sa violence sexuelle. Nous savons beaucoup de choses sur la violence qu'il partageait avec son père, d'après le livre de Mary Trump, sur la façon dont ils ont grandi et la manière dont il intimide les autres, en particulier son frère défunt. Donc je ne pense pas que Trump soit fou. Je ne pense pas qu'il ignore ce qu'il fait. Je pense qu'il est impulsif et qu'il est encouragé par certains conseillers qui sont restés anonymes jusqu'à présent. Et c'est pourquoi il a produit cette image de lui-même en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, pour répondre à votre question, il n'avait pas anticipé à quel point la réaction opposée serait profondément hostile aux États-Unis, parmi les croyants pour qui cette image était blasphématoire. Ensuite, il n'avait pas prévu l'ampleur des dégâts politiques et dans les sondages que cela lui causerait le lendemain, lorsque Tony Fabrizio, catholique et son principal sondeur, lui a expliqué à quel point cela lui faisait du tort. Ils ont alors retiré l'image, mais il a redoublé d'attaques contre le pape. Il sait donc ce qu'il fait. Il pense que ce qu'il fait correspond à la volonté de l'électorat. C'est une démonstration de son pouvoir. Je veux dire, on peut se plonger dans des fantasmes psychopathiques. On peut entrer dans le monde des dessins animés où il s'exprime. Mais il n'est pas fou, c'est un psychopathe. Il perd le contrôle, puis corrige ses erreurs dans la mesure où les personnes autour de lui le conseillent. Et c'est ce qu'il a fait avec l'image. Mais il n'a pas retiré son intention. Maintenant, en Italie, sa plus proche alliée en Europe est Giorgia Meloni, la première ministre italienne. Et elle a fait face à une tempête de critiques pour ne pas avoir critiqué Trump. Ils ne défendent pas la papauté ni le Vatican. Mais dans ce pays, en Italie, les gens le soulignent. Des personnalités politiques de premier plan le soulignent. Même Hitler ou Mussolini n'ont jamais dit cela à propos du pape. Et ce pape Pie a été accusé d'une collaboration importante dans l'Holocauste contre le peuple juif. Donc, je pense que la réponse courte comme la longue est la suivante. Il n'est pas fou, c'est un psychopathe. Deuxièmement, les personnes qui l'entourent le conseillent essentiellement sur le plan militaire israélien maximal. La doctrine des Israéliens et des conseillers juifs autour de lui est la doctrine du Shabbat. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails, mais je dois préciser ceci. Le Chabad, en tant que doctrine théologique juive, est bien plus ancien que le sionisme. Bien plus ancien. En tant que doctrine religieuse, elle prône la supériorité raciale, tribale et idéologique du peuple juif et de ses lois sur celles de tous les autres. Trump reflète personnellement cette vision. Ce n'est pas un Shabbatnik, non, il ne l'est pas. Il y a des conseillers proches comme Joshua Greenbaum qui le sont et Kushner qui l'est aussi, mais pas Trump. Ce qu'ils ont en commun, c'est la notion de supériorité raciale, de supériorité intellectuelle, la supériorité de ma loi, de mon peuple, sur tous les autres. C'est une doctrine du Shabbat. Elle est plus ancienne que le sionisme. C'est une doctrine juive que beaucoup de juifs trouvent répugnante. C'est pas ce que je dis,
Mais je dis qu'il y a un zèle religieux chez Trump ou chez ses conseillers. Un zèle religieux qui va au-delà du sionisme. There is religious fervor that's more than Zionist. Yeah, definitely he sees himself as the center of the universe. Oui, That's why tout à fait. Il se voit comme le centre de l'univers. C'est pour ça que même avec le pape, Léo, il dit « Il a été choisi grâce à moi ». Oui. C'est au-delà de tout, tu sais. C'est une sorte de pensée délirante, John, que je ne... Parce que d'un autre côté, on parle d'un homme qui est le président des États-Unis. C'est important. Tu sais, s'il était juste un petit gars à New York faisant ses affaires, ça ne concernerait personne dans le monde. Mais il est le président des États-Unis et il se voit comme la seule personne qui compte. Peu importe que ce soit la Chine, la Russie, le Moyen-Orient, partout. Je pense que c'est vrai. That's right. It has happened before. Napoleon. Cela s'est déjà produit. Napoléon s'est heurté à, je crois que c'était le pape Boniface, bien que je ne me souvienne plus exactement de quel pape il s'agissait à l'époque. C'était peut-être un Pie, peut-être un Boniface. Pardonnez-moi, ma mémoire me fait défaut. Mais entre environ 1801 et 1809, Napoléon était en profond désaccord avec la papauté. Et en fait, il fit enlever le pape et l'emprisonna jusqu'à ce qu'il accepte ce qu'on appelle le concordat en France. Leur conflit était politique et constitutionnel. Il portait sur la question de savoir si la France, sous la nouvelle constitution proposée par Napoléon, serait laïque et si l'Église serait subordonnée. And that the church would be subordinate. This time, you put it right, Nima. Cette fois, tu as raison, Nima. C'est Trump qui se prend pour un monarque. Souviens-toi du monarque français qui disait « L'État, c'est moi. L'État, c'est moi. C'est moi. C'est moi. » Et c'est ce qu'il ne cesse de répéter. Il a presque au sens historique une vision monarchique et il va se succéder à lui-même par une dynastie, son fils. Il y a donc des parallèles historiques, oui. Mais l'Iran est... Ne nous concentrons pas trop sur Trump. L'Iran a trouvé un moyen de riposter à cela, et c'est très important. Mais il est aussi très important que le camp iranien comprenne que ce que font les Américains doit être interprété comme politique intérieure. Cela se traduit en vote. Domestic political translates into votes. Yeah. John, just Oui, John, pour revenir à la guerre contre l'Iran et au cessez-le-feu, comme tu l'as mentionné, cela concerne les deux camps. L'Iran contrôle le détroit d'Ormuz. Les États-Unis, tout le monde en parlait à cause du détroit d'Ormuz. Le levier dont dispose l'Iran, une sorte d'influence sur les États-Unis et Israël lorsqu'il s'agit de négociations et de discussions. Mais il semble que Donald Trump ait décidé avec ce blocus d'équilibrer la situation, du moins en ce qui concerne la rhétorique des négociations. Et il essaie de le faire. Je ne sais pas à quel point cela sera efficace pour améliorer sa position dans les négociations. Well, you started. Eh bien, vous avez commencé par souligner que 2 pétroliers étaient déjà passés sans être inspectés. Il y a environ 120 transits par jour en temps normal dans le détroit d'Ormuz. Il est impossible pour la marine des États-Unis d'avoir la capacité de tous les arrêter et de les fouiller. Ce n'est pas nécessaire. Il suffit d'en intercepter un, de le confisquer, d'arrêter le capitaine et de saisir le pétrole pour dissuader tout commerce. Mais cela contredit les efforts visant à stabiliser le marché pétrolier et à faire baisser le prix du pétrole. Et certaines des nouvelles pénuries d'approvisionnement et de logistique, la pénurie de carburant pour avions, par exemple, et celle de diesel, deviennent très graves pour les compagnies aériennes. This is growing very serious for the airlines. So, I think you're right that. Je pense que tu as raison de dire que le blocus sera perçu comme une autre faiblesse de Trump, une tentative d'escalade ratée. Si la Chine s'y oppose et que les marchés américains s'y opposent aussi, et que nous entamons un deuxième cycle de négociations, on peut s'y attendre. Comme Trump a l'habitude de reculer, il dira « Eh bien, je vais suspendre le blocus jusqu'à ce que nous ayons un deuxième cycle de négociations. »
Il l'a déjà fait, il peut le refaire. C'était la formule pour le cessez-le-feu. Le problème, c'est que les Israéliens ne veulent pas d'une impasse avec des négociations prolongées. Des négociations prolongées maintiennent le contrôle de l'escalade entre les mains de l'Iran, n'est-ce pas? C'est ce que signifieront les négociations si elles s'éternisent. Ainsi, l'avance des États-Unis a déjà, pour ainsi dire, exercé l'option de se retirer. Vous savez, c'était à prendre ou à laisser dimanche, ou samedi, selon le fuseau horaire. C'était à prendre ou à laisser. Notre proposition claire et définitive. J'espère qu'ils reconsidéreront. Eh bien, un nouveau cycle de négociation signifie que la proposition n'était pas si claire et définitive. Donc je suis d'accord avec vous pour dire que le blocus était une manœuvre insensée, s'il peut être brisé aussi facilement. Et si la Chine, qui accueillera Trump dans exactement 1 mois à Pékin, est prête à dire « ça suffit avec les Américains ». Le mouvement chinois, nous pourrons revenir plus tard sur ce que font les Russes, qui renforcent essentiellement la capacité de l'Iran à riposter. Et c'est ce que fait la Russie en ce moment. Pour la Chine, ni les déclarations de Xi aux Espagnols, ni le communiqué du ministère de la Défense que vous avez mentionné, ni la liberté accordée aux pétroliers ne garantiront nécessairement l'accès du pays au pétrole. Cela n'incitera pas le reste de la flotte mondiale de pétroliers commerciaux à s'y rendre et à courir le risque du passage. Ainsi, le nombre d'inconvénients pour Trump et les Américains dépasse désormais largement les avantages. À cet égard, c'était une manœuvre maladroite et elle n'a pas produit l'effet que Trump espérait. Quant à Vance, il est tiré d'affaire, il s'est retiré. Il a appelé ses types et peut maintenant dire « c'était leur plan. Je me suis retiré et nous avons un second tour. Voyons ce qui se passera lors du second tour. » Nous pourrons alors constater ce que Mohamed Morandi a décrit comme des progrès au niveau des experts. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie presque certainement que le gouverneur de la Banque centrale iranienne, monsieur, je crois, Hemati était son nom. Hemati, merci. C'est un haut responsable financier sans équivalent du côté américain. Voyons si Scott Bessent y va la prochaine fois, car cela indiquerait que certaines solutions aux questions de sanctions sont proches d'un accord. Souvenez-vous, la partie iranienne avait déclaré que l'une de ses conditions préalables était la libération des 6 milliards de dollars provenant des ventes de pétrole à la Corée du Sud, bloquées d'abord par Trump, puis par Biden, et de nouveau par Trump dans des banques qataries. Et c'était censé être une condition préalable à l'ouverture des négociations. Eh bien, il s'est avéré que ce n'en était pas une. C'est 7 milliards de dollars, John. 7 milliards. Merci de m'avoir corrigé. Le côté iranien a déclaré que les Américains avaient accepté. Le côté américain a dit à Reuters qu'il n'était pas d'accord. Mais voilà où nous en sommes. Je pense que nous voyons des progrès sur la question des sanctions, et les sanctions sont la chose la plus facile à accepter. Car Trump peut suspendre leur application par décret présidentiel. Il n'a pas besoin de passer par le Congrès. Il n'est pas confronté à l'hostilité juive au sein du Parti démocrate au Congrès qui pourrait bloquer cela. Donc, les sanctions, eh bien, cet accord se rapproche. Sommes-nous plus proches sur la question de l'enrichissement nucléaire? Peut-être, mais pas selon les conditions posées par les Américains, ni selon les soi-disant propositions surprises. Ainsi, un deuxième cycle se concentrerait, si l'on voulait montrer des progrès, sur les questions où des avancées ont déjà été réalisées. John, I think with the case of the Strait of Hormuz, John, je pense que dans le cas du détroit d'Ormuz, l'Iran ne va rien partager avec les États-Unis. Ils le savent déjà. Mais lorsqu'il s'agit de l'enrichissement de l'uranium, il y a beaucoup à discuter concernant l'enrichissement sur le sol iranien, car c'est un type de négociation technique.
Ce n'est pas une question de responsables politiques qui se rendent sur place pour se parler. Ils peuvent en définir le cadre, mais ce sera une tâche technique immense pour les deux parties. Alors, au final, comment voyez-vous la question du programme nucléaire iranien? But after all, how do you see the case of nuclear program of Iran? Let me go back to the straight foremost point. Permettez-moi de revenir au point simple, puis je reviendrai sur la question nucléaire. La question nucléaire est un sujet de fond et nous y reviendrons. À mon avis, dans la mesure où la partie américaine a proposé de partager ou de prélever une part du péage d'Ormuz, c'est l'idée qu'a Trump d'un pot de vin. Cela a ses parallèles. Le cadre du Conseil de la paix pour Gaza est essentiellement un racket. Une extorsion d'1 milliard de dollars par État arabe, signataire du Conseil de la paix, pour réguler l'avenir de Gaza. Trump a conçu des schémas similaires avec la Russie à travers la proposition de Kirill Dmitriev de dégeler les 300 milliards de dollars d'actifs russes et de les transformer en un fonds de développement conjoint américano-russe. Qu'est-ce que c'est? Que serait une société mixte américano-iranienne de péage d'Ormuz? Ce serait un système destiné à verser des pots de vin aux Américains, pour que Trump puisse placer ses proches, Kushner, leurs parents et partenaires commerciaux, au sein d'un conseil d'administration. Ils se partageraient tous 2 millions de dollars par navire et par jour. C'est une énorme affaire de plusieurs milliards de dollars. Nous avons fait le calcul la semaine dernière. Au minimum, si l'on ne partage pas avec Oman, cela représente 40 à 50 milliards de dollars par an. Voilà ce qu'on appelle un pot de vin. Pourquoi l'Iran ne paierait-il pas un pot de vin? Pourquoi l'Iran refuserait-il le consortium proposé? Réponse, l'Iran, parce que Trump a tué, assassiné des Iraniens. Et comme le fait remarquer un ami à moi, il n'y a pas de poche dans les linceuls. On ne peut pas garder un pot de vin quand on est mort. Si la personne qui a versé le pot de vin a tué ton frère ou ton officier, si les programmes d'assassinat américains et israéliens ont fait cela, c'est impossible. Trump ne comprend pas cela. Il pense qu'il peut amener les Iraniens à verser des pots de vin. Les Arabes versent des pots de vin. Oui, les Saoudiens versent des pots de vin, les Émiratis versent des pots de vin, et Trump s'en est vanté. Mais la question du détroit d'Ormuz demeure, et le règlement aussi. Aucun pot de vin pour Trump, ce qui l'exaspérerait. Maintenant, pour revenir aux questions nucléaires. Oui, c'est un domaine hautement technique, mais il offre une variété de solutions possibles. La partie russe, et ils l'ont répété lorsque le président Poutine a eu un appel téléphonique avec le président Raïssi le 13, c'était je crois lundi, a déclaré que le ministre des Affaires étrangères Lavrov s'était entretenu avec le ministre des Affaires étrangères Amir Abdollahian. Chaque fois qu'il y a une discussion, lorsque la partie russe parle d'aide et d'assistance humanitaire, elle fait également référence à un réapprovisionnement militaire et à la levée de tout type de blocus alimentaire contre l'Iran par la mer Caspienne et les routes terrestres. La partie russe a indiqué qu'elle pourrait être disposée ou en mesure de prendre un certain stock d'uranium hautement enrichi et de le stocker. Cela ne serait pas sous le contrôle de l'AEA. Ce serait une solution irano-russe conjointe. Que les Américains soient d'accord ou non est une autre question. En ce qui concerne le niveau d'enrichissement, il y a beaucoup d'autres personnes bien plus compétentes que moi qui connaissent l'histoire de cette négociation pour dire si les Américains reviendraient au taux de 3,67% et en substance à l'ancienne formule du JCPOA, ce vers quoi nous nous dirigeons. Mais souvenez-vous simplement de ceci. C'est ce que je lis. L'article du Washington Post indiquait que la veille du début des négociations d'Islamabad, le troisième point consistait à sécuriser l'uranium enrichi de l'Iran en établissant un périmètre virtuel autour de celui-ci.
Il fallait déclarer comme zones interdites au régime iranien tout site abritant ce que Trump appelle la poussière nucléaire. C'est l'expression de Trump. To be no-go zones for the Iranian regime. A circle of death that will be monitored 24/7. Un cercle de la mort qui serait surveillé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, imposant le périmètre en tuant tout Iranien qui entrerait dans ce cercle. Cela a été publié dans le Washington Post. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie essentiellement une occupation militaire américaine de certaines parties de l'Iran, des parties de ses capacités manufacturières, industrielles, technologiques et scientifiques. Une occupation militaire, c'est ce que veulent les Israéliens. Ce serait l'étape suivante après l'échec de l'opération d'Ispahan et l'échec du bombardement de juin dernier à Natanz et à Ispahan. C'est la forme la plus extrême d'occupation militaire américaine de certaines parties de l'Iran, le maximum recherché pour contrôler l'avenir nucléaire de l'Iran. In terms of controlling Iran's nuclear future. So between that and Donc, entre cela et un plan russe pour le stockage d'uranium hautement enrichi, ainsi qu'un accord général visant à lever cette interdiction même sur l'énergie nucléaire civile, il y a largement de quoi employer des termes techniques. Il y a largement de quoi trouver un compromis. Il y a largement de quoi permettre aux experts d'élaborer une formule. Et les Américains proposeraient une formule qui serait plus ou moins celle du JCPOA, avec quelques ajouts destinés à renforcer la confiance du public et les mesures de vérification. Donc c'est faisable, mais pas avec un objectif maximaliste comme celui que je viens de décrire. Ce serait de facto une occupation militaire d'un pays conquis. Ce serait faire à l'Iran ce que les Alliés pensaient faire à l'Allemagne et ce que les Alliés pensaient faire au Japon. Je pense qu'à présent, ils savent qu'il ne sera pas possible pour Donald Trump ou pour quiconque aux États-Unis. Et John, en ce qui concerne les pays du CCG, il y a eu hier un appel téléphonique entre le ministre iranien des Affaires étrangères et son homologue saoudien. Plus tard, l'Arabie saoudite a annoncé qu'elle était opposée au blocus américain contre l'Iran. À mon avis, cela est venu après un appel d'Araqchi, le ministre des Affaires étrangères, qui a contacté l'Arabie saoudite. Lorsque nous parlons du contenu de cette négociation, il se peut que l'Iran ait mis en garde l'Arabie saoudite contre les conséquences du blocus. Comment voyez-vous la situation? Nous avions un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite avant toute cette folie et cette guerre. Comment percevez-vous aujourd'hui la relation ou une forme de compréhension ou d'interaction entre les deux pays? Eh bien, je suis ici en tant que correspondant à Moscou. Souvenez-vous, donc je ne suis pas le correspondant en Arabie saoudite. Vous savez très bien que chaque pays arabe a ses propres particularités. Les points généraux que nous pouvons évoquer l'ont déjà été auparavant. Ils sont très nerveux en ce moment. Le camp iranien a démontré qu'il pouvait percer la protection d'origine américaine, qui garantissait la sécurité des régimes de Bahreïn, du Koweït, de l'Arabie saoudite, et ainsi de suite. Si je comprends bien, et corrigez-moi si je me trompe, je crois qu'il existe une fatwa iranienne appelant les fidèles de ces pays à protéger l'islam de l'Iran contre le comportement des familles régnantes qui les dirigent. Ils sont donc de plus en plus nerveux. L'Arabie saoudite a invité le Pakistan à envoyer des troupes, rappelons-le, au début de la guerre, afin d'accroître le niveau de sécurité que représentent les familles saoudiennes, les familles régnantes saoudes. Ainsi, la perte de la protection américaine à travers les bases constitue un élément très important de l'inquiétude de chacun de ces régimes. Du côté iranien, il existe une condition selon laquelle les bases américaines dans le monde arabe ne doivent pas être réinstallées, réapprovisionnées, reconstruites et ainsi de suite. Les royaumes arabes, les cheikhs,
doivent donc parvenir à un nouveau modus vivendi avec l'Iran. Je parle ici en termes généraux. Je ne parle pas de la politique particulière de chacun de ces États. Ils sont évidemment opposés à un blocus, car celui-ci les menace. Nous savons déjà que techniquement, si je ne me trompe pas, l'oléoduc de Yanbu a été attaqué au moins 1 ou 2 fois par des drones iraniens, et que le port de Yanbu lui-même se trouve à portée à la fois des Houthis, dont les capacités n'ont pas encore vraiment été engagées dans cette guerre, et des forces iraniennes. Ainsi, la diversion saoudienne vers la mer Rouge n'a qu'une importance relative par rapport au détroit d'Ormuz. D'après mon expérience de la politique saoudienne, les Saoudiens seront aussi duplices que possible. Ils essaieront de protéger le régime avec des forces mercenaires pakistanaises. Ils tenteront de pousser les États-Unis à infliger le plus de dégâts possible à l'Iran. Ils encourageront l'Iran à négocier un certain modus vivendi et ils joueront sur toutes les options. C'est le comportement de chaque faible qui font face à plus de menaces pour leur propre, disons, insécurité qu'ils n'en ont jamais connue auparavant. John, nous avons reçu la visite des délégations des Émirats arabes unis, puis nous avons eu en Chine, je parle de cela. Oui, que recherche-t-il en Chine? Que peut-on attendre de la Chine quant à sa perception des pays du CCG? Ne vaudrait-il pas mieux que je dise que je ne sais pas? Je ne sais pas. La politique arabe, la politique chinoise, ce sont des domaines très techniques. Je veux dire, je ne peux pas dire que je sais ce que je peux. Si vous voulez, je peux vous donner mes suppositions. Ils doivent jouer le rôle de médiateur chinois de la même manière que les Saoudiens jouent le rôle de médiateur pakistanais. Ils veulent parvenir à une forme d'accommodement pour protéger leur avenir, que l'Iran a compromis d'une manière qu'aucune menace arabe contre ces régimes du CCG n'avait jamais fait. Saddam Hussein était la principale menace par le passé et il est mort et vaincu. Mais Saddam n'a jamais représenté la menace que l'Iran constitue, car Saddam ne pouvait pas susciter le type d'opposition interne dans ces États arabes dont l'Iran est capable. Donc je suppose, c'est mon hypothèse, disons-le modestement, je suppose qu'il s'agissait d'une tentative pour amener la Chine à modifier la position de l'Iran afin qu'un certain accommodement puisse être trouvé. Mais il est trop tard. John, tu as mentionné le niveau. Tu sais, la manière dont l'Iran est capable de manipuler les affaires internes de ces pays. Mais penses-tu vraiment que l'Iran fait cela? Ou est-ce plutôt la réalité de la région qui façonne l'opinion publique dans ces pays? Parce que les gens ont été témoins de ce qui s'est passé à Gaza, en Palestine et dans le cas du Liban. Et à mon avis, c'est pas quelque chose que l'Iran pourrait vraiment influencer. Les gens voient ce qui se passe et l'incompétence des dirigeants dans leur propre pays. C'est bien cela. Il n'y a aucun doute là-dessus. On peut mesurer le degré de dissidence en Arabie saoudite, par exemple, en le corrélant au niveau de répression que MBS a imposé au pays, à tous les niveaux, dans toutes les classes sociales. La répression en Arabie saoudite est si sévère que lorsque j'essaie de parler à mes anciens contacts saoudiens, plus personne n'ose répondre au téléphone. Ainsi, le niveau de répression est un indicateur du degré de division interne de ces pays pour des raisons domestiques. Et ces raisons internes se traduisent ensuite dans la politique symbolique. La manière particulière dont les Saoudiens, les Émiratis et les Qataris se sont associés à Israël et à l'expansion d'Israël, y compris le génocide des Palestiniens. Donc je suis d'accord avec vous, mais ne soyons pas naïfs. L'Iran a réussi, grâce à sa capacité de frappe militaire, à détruire la confiance des cheikhs arabes dans le protectorat américain. Arab sheikh confidence in the US protectorate. The US protectorate began
let's say in Le protectorat américain a commencé, disons, en 1945. Nous parlons donc de presque 75 ans de protectorat américain. Et ces protectorats impliquent toute une variété d'arrangements. La contre-attaque iranienne a détruit la crédibilité de tout cela. Et une fois que cela se produit, le système devient moins crédible. La dissidence publique face aux inégalités grossières et grotesques des cheikhs, ainsi qu'à toutes les autres questions liées à la violation de la solidarité arabe, la participation et la collaboration à l'expansion d'Israël. Tout cela remonte à la surface. Mais les inégalités sous-jacentes, ce sont des choses qui ne peuvent pas être résolues par la répression. Elles ne peuvent pas non plus être dirigées vers l'extérieur par l'Iran. Mais l'Iran peut jouer un rôle important. When he enstepted Stavlale, there is expansion keen in Norwegian and great, and ainsi de suite. Israeli bribery and so on and so on and so on. Yeah. John, here is what Donald Trump said Oui, about Spain. John, voici ce que Donald Trump a dit à propos de l'Espagne. Il a déclaré « Nous couperons tous les liens commerciaux avec l'Espagne parce qu'elle ne m'a pas soutenu contre l'Iran. » Et 36 heures plus tard, Xi Jinping a parlé de l'Espagne, disant que l'Espagne se tient du bon côté de l'histoire, que c'est un pays très raisonnable et que la Chine se tient aux côtés de l'Espagne. Nous œuvrerons pour la paix mondiale et nous opposerons à la loi de la jungle, comme tu l'as déjà mentionné. Oui, oui. La Chine est-elle en train de gagner sur le plan européen? L'Europe est-elle en train de se redéfinir d'une certaine manière? Parce que la guerre au Moyen-Orient a mis en lumière quelque chose de très important, à mon avis, quelque chose que nous n'avions pas vu auparavant avec le conflit en Ukraine, avec la guerre en Ukraine. Cette sorte de différence entre les deux camps. Un parti affirme qu'il n'existe aucune option viable pour déclencher une nouvelle guerre au Moyen-Orient, car ils ont déjà souffert de ces guerres sans fin, au Moyen-Orient, en Irak, en Afghanistan, qui sont les principales sources des problèmes auxquels ils font face aujourd'hui en Europe. Sur le plan économique, militaire, tout ce qu'ils possèdent maintenant, les problèmes du Moyen-Orient se déplaceraient vers l'Europe. Ils ne vont pas aux États-Unis. C'est le problème que l'Europe comprend. D'un autre côté, l'Iran est un pays très différent lorsqu'il s'agit de confrontation. Ils connaissent les capacités de l'Iran. Ils les ont découvertes au cours de cette guerre, lors de cette première phase du conflit en juin 2025. Alors, comment voyez-vous l'Europe aujourd'hui? Eh bien, je dois nuancer cela, Nima. Je connais surtout la Grèce, cela vient d'un long séjour et d'une implication directe dans la politique grecque. Je connais un peu le Portugal, mieux la France et assez bien l'Angleterre. Chacun est très différent. Gardons à l'esprit que l'Espagne reste engagée dans la lutte contre la Russie. J'aimerais voir le Premier ministre espagnol enfourcher son cheval, se rendre à Moscou et entamer un pourparler avec la partie russe, en confessant les erreurs de l'Espagne à tous égards, y compris la base de Rota, qui est le point de lancement de l'OTAN avec des armes nucléaires dirigées contre la Russie. Pourquoi les Espagnols prennent-ils conscience de leur profonde erreur stratégique avec l'Iran et avec la Chine, mais n'ont-ils pas encore reconnu leur erreur à propos de la Russie? Disons les choses ainsi. Je ne connais pas assez bien l'Espagne pour dire comment le Premier ministre espagnol gère ses problèmes internes, en donnant l'impression qu'il fait de son mieux pour réduire le prix de l'essence, du diesel, du kérosène, des engrais et de tout le reste, alors que le tourisme s'effondre, car l'Espagne en dépend et les avions n'ont pas assez de carburant pour y aller. L'Espagne équilibre et réduit sans modifier son engagement fondamental envers l'OTAN, et c'est une guerre contre la Russie. Ils n'ont pas encore eu de révélation. En Grèce, l'engagement reste à 105%. C'est l'engagement du gouvernement Mitsotakis envers la guerre contre la Russie.
against. L'Église grecque ne s'est pas encore opposée à l'attaque de Trump contre le pape. À tous égards, la seule opposition sérieuse et soutenue en Grèce à la guerre contre la Russie vient du Parti communiste, le KKE, ainsi que de ses mouvements et factions de jeunesse. Ils ne sont pas nécessairement pro-Poutine ni pro-Kremlin, mais c'est la seule véritable opposition. Chaque pays est différent. Je dois dire qu'en France, un pays catholique, il n'y a pas encore eu de réaction de la part des évêques français à l'attaque de Trump contre le pape. Trump est un homme de haine. Cela suscite de la haine et une condamnation publique en Europe. C'est vrai. Mais cela ne se traduit par aucun changement de position concernant la guerre contre la Russie, le réarmement de l'OTAN ou l'augmentation de 2% à 5% des dépenses de l'OTAN. Increase in NATO spending. When that begins to happen, I'll be surprised. Quand cela commencera à se produire, je serai surpris. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Oui, l'Iran prouve beaucoup de choses, mais surtout grâce à la carte du détroit d'Ormuz, la carte du pétrole. Il peut aussi montrer sa force à cet égard parce qu'il bénéficie de l'aide russe et chinoise. Vous n'entendez pas le Premier ministre espagnol féliciter le président Xi pour avoir aidé l'Iran à se défendre contre Israël, n'est-ce pas? Ce que nous avons, c'est un Premier ministre espagnol qui tend la main pour obtenir des investissements et une assistance de la Chine, essayant de réduire le coût du carburant et de tout le reste dont l'économie espagnole a besoin, sans changer sa politique envers la Russie. Making a change of policy towards Russia. So it's Je ne suis pas convaincu qu'il se produise un changement profond en Europe. Ce qui est plus probable, c'est que l'Espagne et quelques autres pays européens seront désormais moins favorables à Israël. C'est une autre conséquence de la riposte iranienne. Un résultat, comme il se doit, du génocide israélien. Ainsi, lorsque Trump menace à nouveau de génocide, ou lorsque Israël menace et met à exécution un génocide au Liban, oui, les Espagnols connaissent soudain un élan d'inspiration morale. Mais ils n'ont pas ce même élan moral lorsqu'il s'agit du réarmement de l'OTAN contre la Russie. Alors, un type d'inspiration morale et un type d'inspiration immorale, qu'est-ce que cela donne au final? Une fausse réussite inquisitoriale, à mon avis, pour les Espagnols. Votre remarque est importante, car avant de venir à ce direct, nous avons appris de Giorgia Meloni que l'Italie suspendait son accord de défense avec Israël. Merci d'avoir ri. Nous verrons bien ce que ça signifie vraiment. La preuve du pudding, c'est quand on le mange. Mais oui, je ne ris pas pour dire que ce n'est pas important. Ça l'est. Voyons si cet éclair de bon sens en Italie se propage jusqu'en Grèce. La Grèce renforce son alliance avec les Israéliens. Israël est en train de coloniser l'île de Crète, qui fut autrefois mon foyer, la coloniser. La baie de Souda est une opération israélo-OTAN-américaine. Le côté grec a élargi son alliance avec Israël, et cela devait être la destination de l'IMEC, le corridor Inde-Moyen-Orient-Europe, censé être la brillante invention stratégique du Premier ministre Modi, des Saoudiens, des Grecs et des Israéliens. Non, non, non. L'inspiration et l'exemple moral de Meloni ne se répandent pas vraiment. J'aimerais que ce soit le cas. Oui. Avant de conclure, voici une question de l'un de nos auditeurs. Il demande, la Russie a-t-elle pris des mesures pour protéger les navires russes en mer Baltique et dans les détroits danois? La Russie a-t-elle fait quelque chose? C'est une bonne question et merci de l'avoir posée. La réponse est un peu oui et un peu non. D'un côté, plus près de chez nous, il y a eu le déploiement d'escortes de la marine russe pour contrer l'utilisation de navires civils dans la Baltique comme plateforme pour des attaques de drones contre la Russie. C'est le premier point. Ensuite, la partie russe a utilisé la marine et dans une moindre mesure l'armée de l'air pour dissuader l'Estonie et certaines formes d'aventurisme dans la Baltique.
au point que l'Estonie a désormais décidé de ne pas poursuivre de menaces contre les navires russes. L'ambition exprimée par Nikolai Patrushev, qui est le chef du Conseil maritime, membre du Conseil de sécurité et ancien directeur du KGB, consiste à renforcer les capacités navales russes afin de protéger les flottes russes lorsqu'elles traversent les détroits danois. L'objectif est d'empêcher les Danois, les Suédois, les Norvégiens, les Allemands et d'autres de tenter d'étouffer l'accès des détroits à la Russie, de la même manière que les Américains cherchent actuellement à bloquer le détroit d'Ormuz contre l'Iran. Patrushev a prononcé plusieurs discours sur ce qui pourrait se produire à l'avenir, mais cela ne s'est pas encore concrétisé. La capacité de la Russie à intégrer la flotte Sovcom, la flotte de pétroliers russes pour le gaz et le pétrole, avec une protection navale renforcée, n'a pas encore atteint la Méditerranée. De graves attaques ont visé des navires marchands, transportant du matériel de construction lourd vers la Corée et l'Extrême-Orient. L'un d'eux a été coulé il y a environ 1 an. Des attaques ukrainiennes depuis la côte libyenne, probablement à partir de bases britanniques, grecques et de l'OTAN dans le sud de la Crète, ont pris pour cible des pétroliers se rendant en Russie ou en revenant. Cela ne s'est pas arrêté. La capacité des Ukrainiens à attaquer le transport de gaz russe en Méditerranée n'a pas encore été dissuadée par les escortes russes. Donc, la moitié de la réponse est oui. Le camp russe déplace ses ressources navales limitées relativement près, assurant ainsi la protection de la Baltique. La dissuasion s'affaiblit à mesure qu'on s'éloigne de la première ligne russe. Et la Méditerranée est actuellement dominée par la Libye, utilisée comme plateforme de tir par les Ukrainiens et leurs alliés britanniques et américains. Les menaces de l'OTAN contre les opérations russes, ainsi que par l'effondrement des capacités de la flotte russe issue d'Ukraine. Tartus, en Syrie, n'a pas été compensé par la reconstruction de Tobrouk, qui devait être un port libyen utilisable par les Russes. En résumé, la Russie, par l'intermédiaire de Patrushev et d'autres, promet ce qu'elle n'a pas encore tenu. Le fera-t-elle? On ne sait pas. Ouais, une escalade? Une sorte d'escalade entre l'Estonie et la Russie. Tu penses que ça pourrait arriver? Eh bien, en ce moment, l'escalade vient du côté ukrainien. Les Ukrainiens intensifient leurs attaques contre les infrastructures énergétiques russes. Ils doivent faire passer l'idée qu'ils peuvent non seulement continuer à se battre, mais aussi incarner le concept de l'OTAN. Et c'est à la fois une idée de l'OTAN et une idée américaine, selon lequel la Russie reste vulnérable tant que la guerre se poursuit. Les Ukrainiens intensifient leurs actions à cet égard. Ils sont également plus capables moins capables que ce que dit la presse occidentale, mais plus capables que ce que reconnaît la presse russe, de maintenir leur défense sur le champ de bataille ukrainien. Donc je ne qualifierais pas cela d'escalade. Je considérerais cela comme la résistance ukrainienne qui continue d'être forte et l'engagement de l'OTAN dans la guerre contre la Russie, comme nous l'avons dit, qui reste solide. D'un autre côté, pour le moment, en raison de la guerre au Moyen-Orient, le monde a besoin du pétrole russe, autant de pétrole russe que la Russie peut en augmenter la production et en acheminer par mer sans interférence. Il s'agit donc d'une situation temporaire. La Russie ne peut pas compenser le déficit du pétrole saoudien, koweïtien et irakien, mais elle peut augmenter sa production, elle augmentera ses revenus, et la soi-disant flotte noire, flotte fantôme, flotte alternative, flotte des sanctions, continuera de bénéficier de cette situation temporaire. Mais si l'Iran peut prouver par la force qu'il est capable de faire passer sa flotte à travers des eaux sous sanctions,
Alors la Russie doit en tirer la leçon elle aussi. Alors, la Russie peut-elle apprendre à combattre les Américains comme les Iraniens le peuvent? La Russie peut-elle apprendre à ne pas soudoyer les Américains, à ne pas compter sur la corruption du parti Trump? Comme les Iraniens, il y a toutes sortes de leçons que l'Iran transmet aujourd'hui, discrètement, avec retenue, à Moscou, et nous pourrons y revenir une autre fois. Dans une certaine mesure, j'essaie d'en rendre compte pour que les lecteurs de Dance with Bears puissent comprendre certaines des implications. Voici les 10 si John. Deux navires iraniens traversent le détroit d'Ormuz malgré le blocus de Trump. Eh bien oui, donc ce n'est pas vraiment un blocus. Mais il faut souligner qu'ils doivent s'éloigner de la zone de soutien du CGRI depuis la côte. Une fois hors de portée, nous verrons si les États-Unis les attaquent ou tentent de les arrêter. Le rapport que vous consultez indique-t-il quelle est leur destination? Non, ils n'ont pas mentionné la destination. Mais nous venons de recevoir un rapport indiquant que 2 navires iraniens traversent le détroit d'Ormuz. Soyons un peu patients jusqu'à ce que la protection iranienne de ces navires prenne fin une fois qu'ils seront hors de portée. À ce moment-là, les États-Unis affirmeront ou pourraient affirmer que c'est faux. Voyons voir. La décision dépendra de qui possède le pétrole, de qui l'achète et de savoir s'il est destiné à la Chine ou à l'Inde. Je doute que les Indiens, qui après tout, sous le gouvernement Modi, se sont engagés à combattre l'Iran et regrettent maintenant les conséquences de la colossale erreur stratégique de Modi. Mais je dirais que la sécurité de ces navires sera déterminée par le propriétaire de la cargaison. Quelle est la destination? Si c'est la Chine, ils ne seront pas inquiétés. Oui. Merci John. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci Nima. Nous avons des informations de dernière minute, toujours fraîches pour tous ceux qui nous écoutent. J'espère que nous pourrons continuer à observer l'imprévisibilité de Trump, tout en retrouvant les schémas plus prévisibles de la politique américaine traditionnelle, à 6 mois seulement des élections. Et mentionnons que l'imprévisibilité n'est pas une bonne chose. Ce n'est vraiment pas bon. Ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas bien. Une guerre entre chrétiens et juifs aux États-Unis n'est pas bonne non plus. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Mais c'est ce que Trump a maintenant provoqué. Merci John. À bientôt. À la semaine prochaine.